La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La situation dans le monde éducatif, de nouveau débattue entre le gouvernement et les syndicats des enseignants. Ce mardi, employés et employeurs ont tablé sur les différents points du mémorandum d'entente signé et surtout le retour de la sérénité dans les établissements scolaires. Et pour donner le goût de la lecture justement aux apprenants, cette fois de la ville d'Aného, un centre de lecture et d'animation culturelle vient d'y être inauguré. Plusieurs livres y sont déjà disponibles. Le compte rendu à suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Je vous le disais, gouvernement et syndicats des enseignants étaient réunis ce mardi à Lomé. Au cœur des échanges, la situation qui prévaut actuellement dans le monde de l'éducation, les détails du mémorandum d'entente signé le 10 mars dernier. Et nous reviendrons en détail sur cette rencontre entre le gouvernement et les syndicats des enseignants dans le courant de cette édition. La ville d'Aného dispose, elle, désormais d'un centre de lecture et d'animation culturelle CAC. Le bâtiment de 430 mètres dispose déjà de plusieurs livres. L'initiative soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie a pour but d'encourager les apprenants à lire et à se cultiver. Amile Nyazimbi pour le compte rendu. À l'intérieur de cet espace de 430 mètres carrés, une bibliothèque tout fournie. Plus de 3750 livres, des auteurs togolais et étrangers. Une aide de l'Organisation internationale de la francophonie pour promouvoir l'épanouissement des cultures locales. 5 mois, nous avons posé la première pierre pour cette construction de cet espace pour créer un espace plus propice pour le CLAC. Auparavant, il existait déjà, mais au sein de la mairie. Et maintenant, avec le soutien de la mairie, avec la volonté des collectivités locales, on a inauguré, on a construit et inauguré aujourd'hui cette belle l'espace du centre de lecture et d'animation culturelle pour cette communauté. Cette année, c'est le renouvellement du fonds. Pour cette fois, à peu près 122 millions. L'initiative vient de la mairie des Lacs et reçoit écho favorable d'autres donateurs. 5001 livres offerts par la Fondation Nana Anna 15. Un acte salué par le ministère en charge de la culture. Je voudrais d'entrée de jeu saluer les efforts des autorités de la commune avec à leur tête Maître Alexis Akerebourou, leur engagement sans faille, leur dynamisme à toute épreuve et leur courage pour confirmer sa noblesse à cette ville, à la propulser dans l'évolution et le changement continuel du monde. Je mesure à juste titre les enjeux et les défis que vous vous proposez de relever. Le nouvel édifice, ce nouveau centre de lecture et d'animation culturelle, avec son imposant jardin et espace vert, ce cadre culturel que nous avons devant nous et que vous avez décidé de dédier à la jeunesse et à la population année, si besoin est, l'illustration la plus éclatante. Notre pays, avec à sa tête, le chef de l'État vous exprime sa bienveillance, reconnaissance. Le centre de lecture et d'animation culturelle, c'est également des espaces de jeu en plein air. Il reçoit déjà plus de 300 visiteurs par jour.
Et toujours dans l'actualité, sachez qu'hier lundi, dans la matinée, un bateau a échoué sur la plage de Lomé à hauteur de l'hôtel Sarakawa. Il s'agit en fait d'un chalutier battant pavillon ghanéen en attente de réparation dans un chantier à Lomé. Et aussitôt informé, une cellule de crise a été mise en place par l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer et la préfecture maritime a mobilisé donc les moyens nautiques de la marine nationale du port autonome de Lomé et de la société Boluda et ensuite quelques pirogues également pour apporter secours à ce navire sinistré. Tous les membres de l'équipage ont donc été sauvés et les mesures sont prises pour éviter la pollution de la plage et du plan d'eau. Et la préfecture maritime invite la population à ne pas s'approcher de ce navire qui peut constituer un danger pour leur sécurité. Pour un aboutissement heureux des processus de décentralisation dans l'espace UEMOA, il est mis sur pied ce que l'on nomme le coaching des projets. C'est une initiative permettant d'élaborer des projets innovants en vue de contribuer au développement économique, social et environnemental de ces collectivités locales et ces projets doivent être surtout bancables. Les précisions avec Gisèle Kozona et la voix de Sandra Aziagbe. Le coaching des projets, une réponse aux problèmes qui minent les collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Les cadres des communes de la sous-région renforcent leurs compétences dans le domaine. L'initiative vise à octroyer des fonds et à soutenir des projets les plus innovants. On s'est rendu compte que le principal défi des collectivités, c'est qu'ils ne présentent pas aux partenaires financiers ou aux banques qui sont à la recherche d'opportunités, des produits suffisamment mûrs, bien montés pour pouvoir permettre le financement. Or, les ressources sont disponibles, il y a de l'argent sur le marché financier, donc il faut commencer par augmenter les compétences de ces collectivités. Les cadres, c'est un atelier purement technique où participent les cadres des collectivités. Donc c'est l'occasion d'augmenter leurs compétences, leur savoir-faire dans le montage et dans la structuration de projets. Il y a plusieurs bailleurs de fonds comme la BAD, le UNFDC, la BOAD, l'AFD, qui seront là pour regarder si ce projet rentre dans leur canevas et s'il peut financer ou pas. Les dispositifs d'aide à la préparation de projets urbains ou de coopération décentralisée, les outils d'aide à la préparation à l'état d'avancement des projets jusqu'à leur aboutissement vont être abordés. À terme, il s'agira pour ces acteurs de la décentralisation de maîtriser le montage des projets et de savoir convaincre les bailleurs pour le financement. Une jeune entité. Et on en vient à cette rencontre entre le gouvernement et les syndicats des enseignants ce mardi à Lomé. Au cœur des échanges, la situation qui prévaut actuellement dans le monde éducatif et les détails du mémorandum d'entente signé le 10 mars dernier. Les précisions dans ce reportage signé Ulrich Abenga. Moins d'un mois après la signature du mémorandum d'entente, gouvernement et syndicats des enseignants se retrouvent à nouveau. Au centre des préoccupations, les derniers remous dans le secteur éducatif. À l'origine de ces remous, le CET, un mouvement qualifié d'illégal. À cela s'ajoutent les modalités de paiement du mémorandum d'entente. Nous avons demandé un moratoire de 2 jours pour leur présenter un canevas de redistribution de la gratification exceptionnelle pour le compte de l'année 2022. Nous les avons appelés, nous leur avons fait voir les problèmes qui s'imposent. Nous avons même, entre-temps, invité toutes les fédérations à demander à l'État de jouer son rôle de formateur en éducation ouvrière pour permettre aux uns aux autres de pouvoir cerner la question syndicale et de savoir comment s'y prendre, parce que la pratique syndicale ne se fait pas un matin comme cela. Malheureusement, nos petits frères, nos amis nous ont déboutés. Au total, 137 enseignants avaient été mis à la disposition de la fonction publique. Mais le gouvernement rassure, des dispositions sont déjà prises pour normaliser la situation dans l'éducation. Nous sommes en train de travailler avec les directeurs régionaux de l'éducation, les inspecteurs, les chefs d'établissement, pour nous assurer que partout sur le territoire national où des enseignants ont été relevés en raison des agissements et des actes qu'ils nous ont posés, nous allons pourvoir au remplacement rapide et faire en sorte qu'il n'y ait pas de vide et que les cours
et les activités scolaires et pédagogiques puissent se poursuivre convenablement. Le gouvernement reste plus que jamais déterminé lorsqu'il s'agit de l'amélioration de la condition enseignante. Illustration des efforts déjà consentis et ceux en perspective. Il y a des défis, des préoccupations importantes qui ont été soulignés dans le travail fait par le comité de suivi et d'évaluation, qui sont repris dans le mémorandum d'entente, qu'il s'agisse de la construction des salles de classe, qu'il s'agisse des recrutements, notamment de l'intégration d'un certain nombre d'enseignants volontaires par le biais des concours de recrutement, qu'il s'agisse de la formation des enseignants, de leur recyclage et de leur perfectionnement, et qu'il s'agisse de la réforme du système éducatif. Tout ceci pour garantir un climat de sérénité et de stabilité indispensable pour assurer les droits des élèves ainsi que des enseignants. Les magistrats, les avocats, les greffiers et autres auxiliaires de justice du ressort de la Cour d'appel de Kara renforcent leur capacité sur le code foncier et domanial du Togo. La formation veut leur permettre à ces participants de maîtriser les innovations introduites justement dans le nouveau document. Nestor Mozo pour des précisions. Monsieur le procureur général. Le décret du 24 juillet 1906 portant organisation du régime de la propriété foncière dans les colonies et territoires relevant du gouvernement général de l'Afrique occidentale française et l'ordonnance numéro 12 du 6 février 1974 fixant le régime foncier et domanial étaient entre autres les tests qui réglementaient le domaine foncier au Togo jusqu'en 2018. Ces tests étant jugés dépassés, le gouvernement a élaboré un code foncier et domanial de façon participative. Adopté le 5 juin 2018 et promulgué le 14 juin de la même année, ce code comporte 724 articles répartis en 11 titres avec des innovations et pose les jalons nécessaires à la modernisation du cadre institutionnel de gestion foncière. Ce sont surtout les innovations qui font l'objet de cette formation organisée par le Centre de formation des professions de justice, CFPJ, à l'endroit des magistrats, des avocats, des greffiers, des huissiers et notaires de la Cour d'appel de Kara. Notre code est une révolution. Et en matière d'innovation, sachez que dorénavant, les titres fonciers qui à l'époque étaient inattaquables est dorénavant attaquable. Mais pour avoir une certaine sécurité judiciaire et juridique de la chose, on n'a pas voulu ouvrir l'attaquabilité des titres fonciers sur n'importe quel argument. La deuxième innovation aussi majeure, c'est qu'en principe, au Togo, on ne peut pas vendre un terrain si on ne l'a pas préalablement fait immatriculer. C'est-à-dire qu'un terrain doit avoir un titre foncier avant que vous, le propriétaire, vous ne puissiez donc le vendre pour éviter des problèmes. Dans le nouveau code également, dorénavant, la femme hérite. C'est vrai, nous comprenons certaines populations. Vous savez, les habitudes pour les bousculer, des fois ça fait un peu mal. La rencontre de Kara fait suite à deux autres tenues à Lomé les 28 et 29 mars pour les acteurs de la Cour d'appel de Lomé. Cette initiative s'intègre dans le programme triennal de formation continue des acteurs de la justice, exercice 2021-2023 du CFPJ. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à présent. À ce jour du mardi 5 avril 2022, la situation se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés s'élève à 36 950. 4 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 622. 10 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 56 et le nombre de décès est de 272. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Au Nigeria, hors du Togo, donc, il y a près d'une semaine qu'un train a été attaqué par des hommes armés dans le nord-est du pays. Et depuis plusieurs jours, 160 personnes manquent toujours à l'appel. Il y a une semaine, dans le nord-est du Nigeria, un train avec des passagers à bord a été attaqué par des hommes armés. Le bilan est d'au moins 8 morts, mais plusieurs jours sont passés et la compagnie ferroviaire nationale n'a toujours pas de nouvelles de plus de 160 personnes. Les rescapés de l'attaque et le président nigérian Muhammadu Buhari avaient indiqué que des passagers avaient été enlevés, mais leur nombre exact est encore inconnu. Sauf qu'il n'est pas possible d'affirmer que ces 168 personnes qui manquent à l'appel ont été enlevées, car il s'agit du nombre de passagers qui n'ont pas pu être contactés.
Lors de cette attaque, les hommes armés ont fait exploser une bombe sur la voie et ouvert le feu sur le train reliant Abuja, la capitale du pays, à Kaduna, une ville du nord-ouest où sévissent des bandes criminelles. C'est la première fois dans le pays qu'un tel assaut a lieu contre un train. Depuis plusieurs années, de nombreux enlèvements ont eu lieu sur l'autoroute reliant Abuja à Kaduna. Face à cette insécurité croissante, de nombreux voyageurs préféraient jusqu'ici prendre le train ou l'avion, plus cher mais considéré comme plus sûr. Et direction l'est de la République démocratique du Congo à présent, où des milliers de personnes déplacées par les affrontements entre l'armée et le M23 peinent toujours à survivre. Et la situation y est plus qu'alarmante. Regardez. Dans la cour de cette école de Rutshuru, à l'est de la RDC, ces déplacés attendent de recevoir une aide humanitaire. Fin mars, plus de 10 000 personnes ont fui les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Beaucoup sont allés se réfugier en Ouganda, la frontière n'étant pas loin. Des milliers d'autres se sont précipités vers Rutshuru. Ces déplacés se retrouvent désormais dans des conditions précaires et vivent dans des écoles ou des églises. Pour Liberata, militante des droits humains, la situation dans la région est alarmante. Scène de paix, il y a des gens qui ont été tués à Kiwanja, nombreux. À Fdel, à Kiringa, on appelait les gens pour des réunions et en allant à la réunion, on les tuait là où ils allaient pour dire qu'ils vont en réunion. Pendant la période du RCD, il y a eu aussi beaucoup de morts. Vous avez suivi, même à Goma, il y a eu beaucoup de morts. Pendant la période du M23, vous avez suivi ici à Rutshuru, on a tué beaucoup de gens. Vous avez suivi comment les mamans pleuraient chaque fois, les femmes de Kiwanja. Plusieurs jours après les combats, un calme précaire est revenu dans la région. Le général Patient Mouchidi Dave, chargé de la police administrative, est venu sur place à Rutshuru faire un état des lieux. Ça me donne maintenant la force de rentrer à Kinshasa, de préparer d'autres troupes d'élite pour venir rester là où il fait mal, là où nous allons rester. Laissez-moi vous dire que nous allons laisser les bureaux à Kinshasa pour venir mourir ici, puisque cette partie fait partie du territoire national. Le M23 est un groupe issu d'une ancienne rébellion Tutsi qui reproche à Kinshasa de ne pas avoir respecté un accord sur la démobilisation de ses combattants. En Afrique du Sud, on a trouvé la solution pour aider les élèves défavorisés à avoir des tenues scolaires décentes. Des draps usagés des hôtels sont recyclés et utilisés pour leur confectionner des chemises. Dans cet atelier de couture, au Cap, en Afrique du Sud, sont confectionnées des chemises pour des écoliers de la ville issus des familles défavorisées. Les tissus utilisés sont issus des draps des meilleurs hôtels du Cap. Depuis 2015, l'équipe a déjà habillé environ 100 000 enfants grâce au recyclage du vieux linge. Nous voulions donc trouver un moyen de garder nos enfants à l'école, de les habiller pour l'école et de renforcer leur estime de soi. Ainsi, chaque année, nous fabriquons au moins 10 000 chemises, ce qui représente environ 10 800 draps que nous découpons et à partir desquels nous fabriquons ces chemises. En Afrique du Sud, le port de l'uniforme est obligatoire à l'école afin de réduire les fractures sociales, mais des familles peinent souvent à faire face à cette obligation faute de moyens. Aussi, le projet a-t-il bonne presse et est soutenu par plusieurs structures hôtelières. Nous avons découvert le projet de Restore SA par l'intermédiaire d'un fournisseur de linge que nous utilisons maintenant pour Parker Cortège et nous leur donnons maintenant le vieux linge pour faire des chemises. Parmi les bénéficiaires de ces uniformes, des élèves de l'école primaire de Bognéval. Pour les parents de ces écoliers, les chemises de drap de lit constituent une bouée de sauvetage. Aujourd'hui, je suis venue ici pour récupérer une chemise pour ma fille et je suis très heureuse. Et ces élèves ne manquent pas d'avoir fière allure dans ces chemises issues du recyclage. Éducation toujours, un retour en page nationale pour vous faire découvrir cette méthode toute particulière d'enseigner le français. Elle se déroule au village du Bénin, à l'université de Lomé. Le français y est enseigné en chanson. La pédagogie par la chanson, c'est un dossier signé Yata Aratel. Village du Bénin à Lomé, il est 10h
Et dans cette salle de classe, contrairement aux apparences, on est en plein travail. C'est le français en chantant. Une méthode pour rendre l'apprentissage de la langue plus agréable. Et pour cette séance, le temps, une chanson de l'artiste ivoirien Kérosène. C'est un texte qui est d'abord plus proche de nous. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir enseigner l'interculturel, de voir ce qui se fait en Côte d'Ivoire, si c'est pareil à ce que nous faisons ici. Prononciation des mots, grammaire, vocabulaire, compréhension écrite et orale, débat, des compétences à développer. Nous avons essayé de voir la compréhension du document. Nous avons à nouveau chanté. Nous avons extrait du test le mot « si » par exemple, pour en faire un travail de vocabulaire. Nous venons de voir la différence entre « si » et « si » et « si ». « Si » qui est l'âme de « si », comme les menuisiers utilisent, un outil, et puis les autres « si ». Un parcours réussi, des apprenants satisfaits. En tant qu'étudiant ghanéen, quand on prend les chansons pour nous apprendre le français, ça nous aide beaucoup que de lire. En classe de langue, la chanson développe la compétence linguistique, mais aussi interculturelle. Aujourd'hui, manger à table des rois, mes moments de galère sont des mauvais souvenirs. Quand le second nom de Dieu... Elle contribue à motiver les élèves. Ils découvrent une autre manière d'apprendre le français et à la fin, ils connaîtront la chanson. Et elle n'a pas appris le français en chanson, mais plutôt dans les livres et à l'école. Il s'agit de celle qui a raflé le prix de l'éloquence francophone cette année. Il s'agit de Abidé Agim. Elle n'a pas raflé qu'un seul prix, mais plutôt deux de championnat national de joute verbale, 8e édition. Le compte rendu avec Victoire Kaliwa, Edwige Takabassabi et Eli Agba Nyadao. Les valeurs que j'aimerais prôner sont l'amour, le respect, l'empathie, la tolérance et la solidarité. Elle a conquis le jury à cette 7e édition des joutes verbales francophones. Croyez-vous que les gens s'insulteront encore au feu rouge? Si nous pratiquons l'amour, nous nous aimerons les uns les autres. Si en moins de 10 minutes, Abidé Agim a prouvé la maîtrise de son sujet. Elle a tenu son auditoire en haleine, le débat structuré. 2 trophées en une soirée, le trophée de l'excellence féminine et celui des joutes verbales. L'émotion est très grande de rentrer avec 2 trophées, mais je suis plutôt contente parce que ça a en même temps montré que côté excellence féminine, j'ai fait mes preuves et en même temps parmi des hommes aussi j'ai fait mes preuves. Mon ultime conviction, c'est une république. Ils étaient 4 au départ, ils ont tous fait montre d'éloquence autour du thème pour les valeurs qui nous ressemblent et nous rassemblent. Ça s'est terminé sur une note de satisfaction parce que ce soir, le leadership féminin de qualité a été célébré à travers les 2 premiers prix de cette soirée qui ont été raflés par une jeune fille. Nous voulons utiliser l'art oratoire, la prise de parole pour transmettre des valeurs citoyennes, des valeurs morales, des valeurs qui permettront à ce que le citoyen devienne acteur, que le citoyen devienne contributeur, que le citoyen devienne quelqu'un qui peut transformer. L'avenir est prometteur. Nous pensons que l'édition de cette année est l'édition de la maturité, l'édition qui nous permet de pouvoir innover encore plus pour pouvoir impacter beaucoup plus la jeunesse togolaise. La lauréate représentera le Togo aux joutes verbales internationales dans 2 semaines à Lomé. Le slam, c'est cette pilule qui pilule sous mes ongles comme une lunule, au clair de lune, à tête de mule. Voilà donc la finale des joutes verbales, acte 7. La littérature togolaise, elle accueille un nouveau bébé, La désillusion de Jade. C'est le titre d'un récit de 84 pages qui relate l'histoire et les réalités des couples africains. Publié aux éditions L'Oracle, cet ouvrage de Solange Badateng Borosé aborde plusieurs thématiques également. Le compte rendu avec Ulrich Amega.
partie de musique au rythme du jazz pour accueillir ce nouveau-né de la littérature togolaise. Ambiance qui contraste avec l'image en couverture et le titre de l'ouvrage, La désillusion de Jade, un récit de 84 pages paru aux éditions L'Oracle. Un roman qui relate à travers ses lignes toute une histoire, la réalité de certains couples en Afrique. L'histoire de Jade, une jeune fille qui a rencontré Tarek. Et donc, les promesses de mariage et autres, petit ami, ça a évolué. Ils sont ensemble. Mais depuis le début, Tarek a joué double jeu avec Jade. Donc, il y a la belle-mère, Tati Vicky, qui intervient après, et pour un double jeu aussi, avec sa belle-fille Jade. Jade découvre après vraiment que tout ce que Tarek lui a raconté, c'est que du faux. Contenu émotionnel avec des thématiques diversement abordées en plusieurs chapitres. C'est question de femme. Et qui dit femme dit tout ce qui entoure, à savoir la duplicité de certaines personnes, la naïveté aussi de certains personnages et surtout l'infidélité de certains hommes. Ça avertit, ça alerte la jeune fille sur le mariage. Le mariage n'est pas une corvée. Le mariage doit être vécu et non subi. L'auteur, gestionnaire des ressources humaines de formation, fait ses premiers pas dans le monde littéraire. La désillusion de Jade, un repère pour la jeune génération féminine. Et un peu de tourisme. À présent, le gouvernement togolais veut justement redynamiser le secteur touristique et plusieurs projets sont donc mis en place pour remettre sur pied ces différents sites. Et la semaine dernière, le ministre en charge de la culture a justement visité certains de ces sites dans les lacs. Il s'agit de Yoronou et la maison des esclaves d'Agodrafo. La visite guidée avec ce reportage de Abidé. Bienvenue à Yoronou. Dans ce village de 6000 habitants se trouve le marteau d'Afrique. Un marteau de plus de 19 tonnes, sceau et emprunt d'un noble métier de plus de 200 ans. L'œuvre suscite l'intérêt et la curiosité. Elle reçoit la visite du ministre en charge de la culture. Sur place, c'est toute une population de forgerons visiblement fiers qui formule des doléances en lien avec la valorisation du site. C'est depuis 2006 que le marteau est implanté ici. On a voulu qu'il vienne voir lui-même d'abord et entendre ce qu'il y a autour du marteau. À son retour, il peut aller penser, il peut aller réfléchir et faire quelque chose à nous. À partir des instants qui vont arriver, que le site soit sécurisé, puisse abriter des gens, c'est-à-dire l'hébergement. Il y a la restauration, il y a pratiquement tout qu'on peut trouver sur ce site-là. Kosila Madokou, ministre en charge de la culture, tout de suite à ses interlocuteurs, rassure. Je voudrais le rassurer ce matin que nous ferons plus que cela. Parce que le chef de l'État veut que partout où il y a un site touristique ou culturel, qu'on puisse développer autour des activités génératrices de revenus pour les populations. Dans les prochains jours, nous avons des architectes ici qui vont travailler avec les autorités locales, avec les comités villageois de développement, pour voir quel ouvrage nous pouvons implémenter ici pour répondre au mieux aux aspirations des populations. À quelques kilomètres de là, la maison des esclaves. Ici, l'histoire se raconte. La tragédie vécue par les milliers d'Africains capturés reste vivace dans les esprits. Le rez-de-chaussée, c'était pour les négriers. Le bas ou la cave était pour les esclaves. On faisait venir en ce moment-là les esclaves depuis l'extrême nord du Togo. Depuis Tchamba, Sokodé, Atakpamé, Noché et Tado. On prenait le reste dans la vallée du Mono. Et après, il les regroupait dans un marché nommé Blokotissime. Ça se trouvait dans le village nommé Dekpo, non le de Koumé. Et c'est de là qu'il faisait venir les esclaves ici. Mais arrivé, il les faisait passer par ces ouvertures d'en bas là. Et les esclaves devaient aller à quatre pattes pour arriver à la cave. Et dans la cave maintenant, ils y restaient des jours et des semaines en attendant l'arrivée du bateau. Mais quand le bateau est venu, il les faisait sortir pour qu'ils aillent prendre le dernier bain autour de ce puits-là qu'on appelle Katovdo ou puits des enchaînés. De leur prison,
en passant par le puits des Enchaînés où les esclaves prenaient leur dernier bain pour un voyage de non-retour. C'est un film revu par la délégation. Le ministère de la Culture et du Tourisme s'est engagé dans un processus de valorisation des sites touristiques. Et parmi ces sites touristiques, les sites liés à l'histoire esclavagiste du pays sont très importants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le ministre a décidé de venir sur les lieux pour discuter avec les familles de ce qui a toujours entravé le développement des projets sur ces sites esclavagistes. La stratégie du ministre, c'est de trouver un terrain d'entente avec ces familles pour qu'ils reconnaissent que ce bien n'est pas un bien privé, mais un bien qui puisse participer au développement de toute la zone. Pour la valorisation de ces sites touristiques, une rencontre avec les acteurs impliqués a eu lieu autour de celui d'Agbodrafo. Un début de dialogue pour une meilleure gestion de ce patrimoine culturel. Des sites touristiques à valoriser. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.